Je suis ravie de vous retrouver sur France 3 Bretagne. Bonjour à tous. Ce matin, vous allez entendre l'histoire d'Hélène. Hélène Cloarec a vaincu un cancer du sein. Elle raconte dans un documentaire émouvant son chemin avec la maladie, le long combat aussi pour se reconstruire. Merci Hélène Cloarec d'avoir été avec nous. À vos côtés ce matin, Goulwena Lehenaf, vous avez réalisé ce documentaire Danser sous la pluie. Lauriane Koumensler, vous êtes kinésithérapeute. Vous avez accompagné Hélène et Stéphanie Coudray, vous êtes socio-esthéticienne. Bonjour à tous les quatre. Alors j'avais juste envie de vous demander, Hélène, comment ça va aujourd'hui après ce combat que vous avez mené et ce combat que vous êtes en train de faire aussi sur le chemin de la reconstruction? Aujourd'hui ça va bien, ouais. Ça va bien. C'est vrai que c'est une nouvelle vie qui commence avec ses joies qui sont peut-être plus savourées encore qu'elles ne l'étaient avant, mais aussi ces moments d'angoisse quand il y a des examens de contrôle à faire parce que c'est jamais vraiment terminé en fait. Et raconter cette histoire dans un documentaire, est-ce que ça constitue aussi une étape pour vous? Oui, je crois que pour moi c'était très très important. C'est vrai que j'avais commencé à écrire parce que je sentais qu'à partir d'un moment je commençais à oublier ce qui s'était passé au niveau des émotions. Puis j'avais pas envie. J'avais envie vraiment de me souvenir de toutes les étapes. Et c'est pour ça quand on a décidé de faire ce documentaire avec Goulwena, je lui ai dit c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. D'abord parce que c'est encore frais et j'ai pas encore forcément l'envie de tourner la page définitivement. Donc ça a été vraiment, oui, pour moi, une grande aide pour me reconstruire et pour aller de l'avant. Et quand on dit vaincre le cancer du sein, ça veut dire quoi finalement? Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vaincu. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit terminé. On parle vraiment de rémission. Voilà, on est sur ce chemin. On espère un jour pouvoir prononcer vraiment ce mot de guérison. Mais je reste très très prudente avec ça parce que je veux pas me donner de faux espoirs. Alors, Goulwena Lehenaf, c'est Hélène qui vous a sollicité pour lancer ce documentaire. Est-ce que vous étiez, vous, d'abord, personnellement sensibilisée à ce sujet? Comme tout le monde, je pense, à l'occasion d'Octobre Rose, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais je n'avais aucun proche qui avait été touché, donc je connaissais cette maladie de loin. Quand j'ai reçu le message d'Hélène qui m'annonçait qu'elle avait été malade, Hélène que je n'avais pas vue depuis 17-18 ans, donc c'est vrai que je n'avais pas su qu'elle avait été malade. Et donc voilà, j'ai un petit peu tout découvert avec elle, avec son histoire. Elle m'a raconté son histoire qui m'a bouleversée. Et c'est de là que j'ai compris les étapes aussi, parce que c'était important de comprendre à partir de l'annonce comment ça se passe. Je ne savais pas du tout quand intervenait l'opération, la kiné, l'esthéticienne. J'ai tout découvert en fait. Et c'est un film qui remue personnellement aussi quand on traite de cette question? Oui, forcément. On a le même âge, on a une famille, on a des amis, on a une vie professionnelle et forcément il y a un effet miroir qui est assez perturbant finalement. Mais justement, on va revenir en détail sur votre histoire, Hélène, mais comme le disait Goulwena, on est en plein mois Octobre Rose, mois dédié au dépistage du cancer du sein, et Evan nous fait découvrir ce matin quelques actions dans la région. Salut Anne Fanté et bonjour à tous. Alors ça ne vous a pas échappé, on est en octobre et en octobre rose. On voit plein d'opérations autour de nous pour le dépistage du cancer du sein et nous dans l'émission ce matin, on a eu envie d'en mettre une en avant. On est à Rennes, à l'EHESP, c'est l'école des hautes études en santé publique dont vous êtes le directeur. Bonjour Laurent. Bonjour. Et bonjour Solène. Bonjour. On va passer une partie de la matinée ensemble. Alors avant de commencer Laurent, expliquez-nous qui vous formez ici. Alors nous sommes une école de santé publique, donc nous avons des étudiants qui se dédient à la santé publique, mais nous sommes aussi une école qui forme les cadres de notre système de santé. Outre les directeurs d'établissement, directeurs et directrices d'établissement, ça peut être des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale qui sont dans les agences régionales de santé, des pharmaciens inspecteurs, des médecins inspecteurs, des directeurs de soins, donc une large variété de personnes. Et pourquoi avoir voulu associer l'école à Octobre Rose? Parce que Octobre Rose, c'est une mesure de santé publique, c'est un dépistage organisé et c'est pour nous tout naturel que l'on puisse favoriser des initiatives venant de nos apprenants pour permettre de montrer ce qu'est la santé publique. Bon alors justement, Solène, vous êtes une des nombreuses élèves de l'établissement, future directrice d'hôpital. Expliquez-nous comment se passe votre formation justement.
Alors, on a passé tous un concours national pour entrer dans la fonction publique hospitalière et on a commencé notre cursus en janvier qui durera 2 ans où on alternera entre stage et période de cours ici à l'école. Et vous, vous êtes en stage à quel hôpital? Moi, au CHU de Grenoble. Ah oui, d'accord, c'est pas la porte à côté. Eh ben non. Et avec vos collègues de promo, vous avez créé une association. Oui, alors chaque promotion en fait, d'élèves directeurs crée une association qui met en place différentes actions, que ce soit pour souder la promotion ou faire des actions de santé publique comme aujourd'hui. Et alors vous aussi, vous avez tenu à vous investir pour Octobre Rose, pourquoi? Eh ben parce que personnellement, on a tous quelqu'un de notre entourage qui a été touché par cette maladie et que c'est important de continuer à sensibiliser sur l'accompagnement qui peut être donné, sur la nécessité de s'écouter, de se toucher, enfin de s'auto-palper. Donc c'était important aussi, voilà, à titre personnellement, pour beaucoup d'entre nous, de s'investir. Donc là, on est au milieu de la cafétéria de l'établissement. Vous avez installé un stand qui d'ailleurs, waouh, ça cartonne. Qu'est-ce que vous proposez sur ce stand? Alors, ce stand, c'est vraiment dans un objectif de prévention et promotion de la santé. Donc on va donner des informations avec les bénévoles de la Ligue. Et puis aussi, on va proposer un buste d'autopalpation pour apprendre à s'auto-palper les seins, qui est fait par l'une des sages-femmes de notre promotion de directeur. Voilà, le buste, on ne le voit pas parce qu'il y a plein de monde autour, mais on s'en approchera tout à l'heure. Laurent, est-ce que ce type d'animation, ça fait aussi partie de l'apprentissage quand on veut devenir un cadre de santé? C'est absolument indispensable parce que c'est une initiative qui a été complètement organisée par elle et par eux. C'est une initiative qui rentre complètement dans le champ de la santé publique. Et encore une fois, le dépistage organisé du cancer du sein, c'est un exemple d'une mesure de santé publique. Donc on est très heureux de cette initiative et on essaye de la soutenir autant qu'on peut. Et oui, il y a une femme sur 8 qui est susceptible d'avoir un cancer du sein, donc c'est hyper important de faire de la prévention. Et vous le faites hyper bien. On en reparle dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des femmes de plus de 50 ans quand on parle du cancer du sein et on se rend compte en fait aujourd'hui que les femmes sont de plus en plus jeunes. C'était le cas d'ailleurs pour vous Hélène? Oui, j'avais pas encore 40 ans quand le diagnostic a été posé. C'est pour ça qu'au début on n'y croit pas. Enfin, c'est quand j'avais senti cette grosseur, ma dernière fille n'avait que 3 ans, donc je l'avais allaitée. Enfin, pour moi c'était quelque chose dans la remise en route en fait. Je n'ai pas du tout pensé au cancer du sein au départ. Et quand j'ai vu le médecin qui m'a parlé d'écho-mammo et de biopsie à faire en urgence dans la semaine, là on se dit, oula, ça frappe peut-être pas que chez les autres. Et c'est vrai que je me rends compte autour de moi que j'ai beaucoup de personnes que je connais qui ont entre 35 et 45 ans et qui sont touchées avec... Du coup, ce que ça peut poser comme problématique par rapport à la maternité, par rapport à l'accession à la propriété, des choses qui sont peut-être moins impactantes quand on est plus âgé. Et j'imagine qu'il y a des moments qui ne s'oublient pas, le moment où on vous annonce que vous êtes atteinte d'un cancer du sein. Pourquoi ça a été violent particulièrement pour vous? Alors, ça a été violent à plusieurs raisons. D'abord, c'était le jour anniversaire de ma fille, c'était le jour de ses 3 ans. Et mon mari n'était pas avec moi, il était sur Paris à ce moment-là, donc ma maman m'a accompagnée. Je pense qu'il n'y a pas de façon d'annoncer un cancer. De toute manière, ça sera violent. Peu importe la manière de le faire, ça va être très difficile parce qu'on sait qu'en quelques mots, notre vie, elle est complètement bouleversée. On va basculer complètement dans un autre monde. Et voilà, de toute façon, c'est difficile à vivre. Alors d'ailleurs, tout au long du film, il n'y a pas de médecin qui s'exprime en tant que tel. C'est un choix que vous avez fait, que ce soit Hélène qui raconte avec ses propres mots ce chemin-là. Oui, c'est vrai qu'assez rapidement, on a pris cette décision parce qu'Hélène raconte très bien ce qui lui arrive. Il y a des échanges avec l'oncologue, avec la kiné, avec l'esthéticienne aussi, la socio-esthéticienne. Et c'était vraiment un parti pris de la laisser s'exprimer et d'avoir son ressenti à elle, quoi. Voilà. Alors vous avez tenu à ce qu'on diffuse un extrait de ce documentaire avec votre fille, Hélène. On va regarder. Aujourd'hui, mon papa et ma maman ont vu le docteur. Il leur a annoncé une mauvaise nouvelle. À leur retour, ils m'ont parlé de maladies graves. Je ne comprends pas bien ce qu'il se passe, mais je sens qu'ils ne sont pas comme d'habitude. Mais maman, tu pleures? Oh mon ourson, tu n'y es pour rien. Mais quand je vois comme tu es courageux, je suis fière de toi et je me sens plus forte.
Va mère à tribloise, mais Lancelin à Ace Bloise, Paul Ewan Ené qui a Gwenolé Pévarzé, qui c'est Wadou di Saint-Vel, Redewa Kelawi Pépini, Ganarpez et Wa Gouez d'Agompren, sorte Kelou à les Oken Spontus. Voilà pour cet extrait, Hélène. Comment on arrive à trouver les mots quand on doit soi-même encaisser le coup et le choc? Alors on fait avec, comme je le dis, avec ce que chacun peut entendre et comprendre. Alors le mot cancer à la maison, en fait, c'est mon fils aîné qui l'a posé. Parce que on a une semaine qu'on attend les résultats de la biopsie. C'est une semaine où vraiment on est entre deux eaux. On sait que notre vie, elle peut basculer. Et ils s'en étaient rendus compte. On leur avait dit, voilà, on attend des résultats pour maman et ça sera peut-être pas très bon. Et c'est Gwenolé en premier qui a dit, maman, est-ce que c'est un cancer? D'accord. Voilà, donc on lui a répondu, pour l'instant, on ne sait pas. Mais si c'est ça, on se battra. Et on essaie de lui expliquer aussi ce que c'est le cancer? Alors, il le savait parce que mon papa est décédé récemment d'un cancer. Donc, la maladie faisait partie déjà de notre famille. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle aussi facilement autour de nous. Je pense que chaque famille, aucune famille n'est épargnée. Est confrontée aussi par cette épreuve. Voilà. J'imagine qu'il y a aussi cette question qui vous traverse. Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à moi? Ça, c'est quelque chose qui peut être très angoissant. Alors cette question du pourquoi, je l'ai très vite évacuée parce que je savais que je n'aurais pas d'explication et pas de réponse. Ouais. Et je l'ai transformée en comment. Comment on va traverser cette tempête en famille, parce que c'est sûr que c'est moi la personne malade, mais j'ai embarqué tout le monde avec moi. Il a frappé à la porte, un invité inattendu, on lui avait pas forcément demandé de venir, mais on savait que toute notre famille serait embarquée là-dedans, et c'était plutôt comment on va s'en sortir ensemble. Et l'opération, elle est arrivée très vite pour vous? Oui, 1 mois après. D'accord, parce que c'était très grave. Alors, la tumeur était importante, elle faisait 8 cm, mais elle n'était pas non plus hyper agressive. Donc on avait ce voyage en famille qui était prévu à Malte. Dans l'intervalle, on est parti, ça nous a fait vraiment une bouffée de bien-être, parce qu'on savait qu'après, les mois allaient être difficiles. Mais oui, c'est vrai que tout s'enchaîne très rapidement. C'est assez difficile à vivre, parce qu'on a plein d'informations à digérer très vite. Et de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut y aller, quoi. Et ça, cette aventure-là, vous l'avez vécue en famille. Est-ce que vous avez eu besoin d'aller vous ressourcer avec d'autres professionnels pendant cette période des 1 mois qui a été, je pense... Alors pendant ce mois-là, non, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de le faire, parce qu'il y a eu beaucoup d'examens à faire en amont de l'opération. Recherche de ganglions sentinelles, enfin voilà, plein de choses à faire. Mais après, oui, on a eu le besoin de se faire entourer déjà de notre famille, de nos amis, parce que parfois ce sont les meilleures aides. Et puis effectivement, au niveau de notre couple, par une thérapeute de couple, après par un psychologue, Lauriane, ma kiné, m'a servi aussi. Justement, la transition est faite. Après la mastectomie, il y a les soins. Souvent, les femmes rencontrent des kinésithérapeutes. Alors, à quoi veille-t-on à la première séance? Parce qu'elle doit être forte en émotion. C'est pas forcément que pour la mastectomie. C'est toute chirurgie du sein où c'est important de voir un kiné après. Et nous, notre premier objectif, c'est que le bras rebouge tout de suite, le plus vite possible. Parce que forcément, les femmes vont avoir une forme de protection. On veut protéger la zone opérée. Donc elles vont être plus fermées. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ici, ça se réouvre et que le bras bouge. C'est vraiment le plus important. Vous le dites d'ailleurs dans le film, c'est une partie qui est difficile à toucher. Ah oui, c'est pour vous. Comment vous viviez ces séances? Alors, Lauriane, elle a beaucoup d'humour, donc on rigolait beaucoup. On pleurait beaucoup, on rigolait. Enfin, moi, je pleurais beaucoup. Ouais. Alors, elle a une douceur et une façon. Alors, elle fait partie du réseau des kinés du sein, donc elle est vraiment spécialisée là-dedans. Donc, elle sait faire. Donc, tout ce qui est au niveau du bras, ça va. Au niveau de la zone opérée, elle sait que c'est très compliqué pour moi. Donc, voilà, elle y va vraiment très doucement avec une approche vraiment très, très douce et avec beaucoup de bienveillance. Il faut beaucoup de séances de kiné ou ça dépend des cas? Tout à fait, ça dépend en fait. Chaque femme est unique, ne va pas avoir les mêmes séquelles, avoir les mêmes douleurs, etc. Donc ça va vraiment dépendre d'une femme à l'autre. Et la parole, elle fait vraiment partie aussi du soin? Ah oui, totalement. Déjà, il faut que la patiente, il faut qu'elle nous fasse confiance, il faut vraiment qu'on crée ce lien. Et du coup, oui, la parole, c'est primordial. Et puis, je suis très bavarde, donc forcément... Vous essayez de mettre à l'aise, en tout cas. Complètement, il faut. Et Goulwena, comment on filme ces moments qui sont quand même très intimes? C'est-à-dire qu'elles sont dans une discussion, toutes les deux dans un échange, dans une partie du corps qui est meurtrie et qui a besoin de se reconstruire. Comment on prend de la distance aussi par rapport à ça, sans être trop intrusif? Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Je pense que tout vient de la
confiance d'Hélène en fait. Ouais. Hélène avait confiance en moi et au cadreur, Youn Chapalin, qui a filmé, qui a fait toutes les images du film. Et ça vient vraiment de là. D'ailleurs, je pense que c'est le seul moment chez la kiné où à un moment, elle a eu peur. Elle a voulu qu'on coupe. Donc, on a coupé l'image. Et je lui ai vraiment dit qu'elle verrait le film avant sa diffusion et qu'on n'était pas trop intrusif dans la façon de filmer. De toute façon, elle est restée habillée. Enfin, on n'était pas dans du voyeurisme en fait. Mais c'est vrai qu'il a fallu beaucoup parler pour pouvoir. Oui, j'imagine que c'était pas facile pour vous aussi. Ça a été pour moi le moment le plus difficile, c'est vrai. C'est vrai qu'avec Lauriane, ça faisait 1 an et demi qu'on était toutes les deux toujours dans ce petit cocon. Donc quelque part, c'était un peu intrusif d'avoir d'autres personnes autour de nous. Puis c'est vrai que là, on touche vraiment à l'intimité et à ce corps abîmé. Mais c'était important de le faire aussi. Mais c'était important de le faire. Et ça fait partie aussi de la reconstruction et c'est essentiel dans le parcours du soin, j'imagine. Alors moi, j'ai découvert aussi un autre métier, socio-esthéticienne. Je ne connaissais pas avant de regarder ce documentaire. En quoi consiste votre métier ? Alors la socio-esthétique, c'est aider les personnes, accompagner les personnes dans le chemin de la reconstruction, de son identité aussi, de l'image de soi. Voilà, et je dirais que c'est comme ce que vit la kiné et puis Hélène, ce qu'elles ont vécu, c'est la relation de confiance aussi. C'est un moment aussi très intimiste, où la parole aussi est très importante, l'écoute. Voilà, la bienveillance et la douceur. Et justement, on voit là ces images où vous, c'est Cathy qui vous a accompagné. On vous voit dans une séance de maquillage. Qu'est-ce que vous avez partagé avec elle ? Alors beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pendant quasiment 9 mois, on va à l'hôpital pour des choses souvent douloureuses, angoissantes, stressantes. Finalement, ces moments-là avec Cathy, c'était une bulle, quoi. C'était au sein même de l'hôpital, mais c'est 1 heure de bien-être rien que pour nous. Puis c'était un des rares endroits, peut-être avec le cabinet de kiné, justement, où je pouvais m'autoriser à lâcher prise et à pleurer et à craquer parce que à la maison, il y a 4 enfants, il faut y aller, quoi. Faut que la maison continue à tourner. Et ces moments-là, c'était vraiment des moments pour moi et où on me faisait du bien et c'était très, très, très chouette, très positif. Et c'est vraiment un métier que j'ai découvert également, mais qui m'a beaucoup aidée et beaucoup apporté. Et il y a un moment aussi qui m'a vraiment frappée, c'est quand vous dites « le corps est presque devenu un ennemi ». Et c'est ça qu'on combat en fait aussi quand on est sur le chemin de la reconstruction. Changer ce rapport à son corps ? Oui, complètement, parce que c'est vrai que quand la tumeur est là, le cancer, il est en nous, quoi. On a juste envie qu'il sorte, qu'il s'en aille. Et on a tendance à englober un peu tout notre corps là-dedans. Et c'est vrai que Cathy m'a aidée à comprendre que non, c'était la tumeur qui était l'ennemi, c'était pas le corps, et que le corps, au contraire, en prenant du temps pour moi, en faisant attention à moi, j'allais finalement être un peu plus peut-être indulgente avec moi-même, de renvoyer un regard plus positif et que ça allait m'aider aussi à avancer. Ce sont des propos qui reviennent souvent chez vos patientes, ce rapport au corps qui devient aussi très compliqué. Très compliqué, très douloureux, avec des gestes intrusifs. Et du coup, c'est important d'avoir ces temps où on touche les personnes, on va aller au niveau de cette mémoire originelle en fait, et il y a des choses qui remontent. Et oui, il y a besoin dans ce que je perçois, et le retour des personnes que j'accompagne, c'est la douceur, cette bienveillance, cette chaleur humaine, cette écoute, cette empathie aussi, qui est importante en fait, et de reconnaître la personne dans ce qu'elle est en fait, et c'est une reconnexion, je dirais, à soi. Voilà. C'est pareil, ce sont des travers aussi, se réconcilier avec son corps, c'est aussi important. Nous, souvent en kiné, en plus, on est les premiers à venir toucher vraiment cette zone de façon à dire... ils vont voir les patients vont voir le chirurgien, l'infirmière, mais ça va vraiment être des soins. Nous, on vient ici pour masser, pour travailler les tissus. Donc déjà, la patiente, elle a ce toucher qui revient avec nous. Et oui, c'est vraiment important. On travaille aussi, nous, un peu comme les socio-esthéticiennes, toute cette image corporelle, en fait. Parce que c'est un nouveau corps que les femmes doivent intégrer et accepter. Et il faut être aussi très empathique. Ah oui, ça c'est primordial. Ouais. Allez, on va marquer une pause. On va aller retrouver Evan qui revient pour nous sur les actions de prévention à l'occasion d'Octobre Rose.
Alors maintenant, on va passer aux travaux pratiques, mais avant cela, quelques explications avec Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association des élèves futurs directeurs d'hôpitaux, ici à l'école. Alors expliquez-nous, le cancer du sein, est-ce que c'est un cancer qui est fréquent chez la femme? C'est le premier cancer de la femme, donc c'est important d'avoir ce genre de dépistage et de prévention. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu se mobiliser sur Octobre Rose, parce qu'on considère que c'est un sujet qui nous concerne d'abord personnellement en tant que femme, mais aussi en tant que futur dirigeant d'établissement de santé. Et c'est aussi l'occasion pour nous de montrer qu'on n'est pas uniquement des gestionnaires, mais qu'on s'intéresse et qu'on a à cœur d'avoir des thématiques de santé publique et de prévention au sein de l'école. Et vous avez du recul, est-ce que le dépistage permet vraiment d'éviter des formes graves du cancer? Alors on estime que 90% des cancers du sein sont guéris s'ils sont dépistés tôt. Donc c'est vraiment très important de pouvoir se dépister le plus vite possible et régulièrement pour pouvoir éviter la prise en charge qui peut être aussi très très longue et avoir une guérison, des chances de guérison plus élevées. Bon alors vous restez pas loin, on va maintenant passer de l'autre côté, juste à côté de ce stand où là c'est vraiment les travaux pratiques avec Angélique qui est sage-femme et qui explique l'autopalpation. Bonjour. Bonjour. Et bonjour tout le monde, Bonjour. On s'incruste. On vous écoute, comment détecter un potentiel cancer, Angélique? Alors ça va commencer par l'observation, l'examen visuel. En fait, l'autopalpation, ça commence donc par le visuel. Il faut regarder l'aspect de sa poitrine tous les mois, ou regarder l'aspect de la poitrine de sa compagne, puisqu'on a des messieurs avec nous aujourd'hui. L'aspect visuel, est-ce que ça change de forme? Est-ce que ça change d'aspect? Est-ce qu'il y a des veines qui apparaissent? Est-ce qu'il y a un téton, comme ici d'ailleurs, qui est en train de se rétracter? Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, au même moment du cycle tous les mois, on va faire l'autopalpation. Donc l'autopalpation, c'est quoi? C'est 3 doigts. Et c'est des petits cercles, comme ça. Donc on va commencer sous l'aisselle. Parce que le sein, ça ne va pas être juste un examen ici, ça va être sous l'aisselle. Et on tourne comme ça. Plusieurs techniques, ça c'est les femmes qui voient ce qu'elles préfèrent. Ou on fait le tour du sein, comme ça. Bon, là il faut y aller sur le buste, mais sinon ça fait pas mal du tout un examen. On tourne comme ça et on se rapproche petit à petit du mamelon. Et ça peut monter jusqu'à la clavicule? Tout à fait. C'est pour ça qu'on commence par là, on fait le tour du sein, on passe par le sternum et après, hop, on remonte à la clavicule. Le cancer du sein, c'est vraiment toute cette partie qu'il faut explorer. Bon, on vous laisse continuer et nous, on va retrouver Lucie. Merci beaucoup. Merci. Lucie, est-ce que les hommes peuvent aussi soutenir les femmes et les aider dans ce dépistage? Ils peuvent et s'ils le peuvent, ils doivent, puisque déjà les hommes sont aussi concernés par le cancer du sein, qui touche 1% des hommes. Ah oui. Mais aussi en tant qu'acteur de prévention, où on trouve que l'autopalpation permet de dépister quand même 50% des cancers du sein. Et parmi ces cancers dépistés, eh bien, l'homme intervient dans plus d'un tiers des cas. Ah oui, donc une bonne idée d'occupation pour les longues soirées d'hiver avec sa femme, voilà, une fois de temps en temps. Pourquoi pas? Ça peut sauver des vies. Merci beaucoup. Merci. On va se retrouver dans une poignée de minutes avec le directeur de la Ligue contre le cancer d'Ille-et-Vilaine qui va continuer à nous parler de l'intérêt du dépistage et des actions menées par la Ligue en Bretagne. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan, merci. On le disait, on est en plein octobre rose, ce mois qui est dédié au dépistage, Hélène. Est-ce que c'est aussi une période qui vous replonge d'une manière ou d'une autre dans votre histoire ? Oui, forcément. Forcément un petit peu parce que on en parle beaucoup. Ça s'affiche aussi du coup dans les vitrines. On voit des rubans roses, des ballons roses. À tel point que c'est parfois un petit peu trop pour moi. Ouais, j'imagine. L'autre jour, je voulais aller acheter des chaussures avec ma fille. Je rentre, je vois des ballons roses partout. Et en fait, je suis ressortie, c'était trop. Ouais. C'était, voilà, je venais pour acheter des chaussures, pas pour me replonger là-dedans. Mais je trouve ça bien, en fait, effectivement, on n'informe jamais assez. Parce que les procédures de dépistage, si je ne me trompe pas, c'est 50 ans. Donc, on parlait tout à l'heure de ces femmes plus jeunes qui sont touchées. En fait, si on ne se dépiste pas soi-même, on peut passer à côté. Et c'est pour ça que les diagnostics sont parfois un peu tardifs avec des cancers qui peuvent être déjà un peu avancés. Donc c'est important effectivement d'apprendre cette autopalpation voilà, pour que les femmes soient conscientes que ça peut arriver à tout âge. C'est aussi un mois particulier pour vous en tant que professionnelle qui travaillez sur cette question, Lauriane ? Alors oui, donc moi je suis référente Finistère pour le réseau des kinés du sein et c'est vrai que le RKS, du coup on fait beaucoup d'actions pour Octobre Rose, pour l'autopalpation, tu en parlais Hélène, et puis voilà, dans le Finistère en tout cas on est hyper actifs en ce moment pour faire pas mal de choses. Oui, Octobre Rose c'est vraiment le gros mois, oui. Pour vous aussi Oui, complètement. Donc, je sais que samedi prochain, il y a une action sur Argenterie du Plessis pour faire connaître justement les accompagnements
qui existent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est dédié aux patients, mais surtout aussi à l'entourage. Et souvent, ils sont oubliés, mais c'est important. Voilà. Vous parliez aussi dans le documentaire, la maladie, c'est aussi la solitude. Parfois, il y a des liens qui se distendent. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces gens qui ont un proche qui est touché par un cancer du sein ou autre cancer, de rester en contact malgré tout? Oui. Exactement. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui pléthore de façons de rester en contact avec les gens. Je pense que le silence, il n'y a pas pire, parce que nous, on n'a pas choisi d'être malade. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais tu sais, moi, le cancer, oui, mais moi, je n'ai pas eu le choix. Ça s'impose à soi. Hein. C'est ça. Alors, c'est vrai que dans la majorité des cas, on a été quand même très, très bien accompagnés. Voilà, les gens autour de nous, on nous amenait des repas, on prenait les enfants en charge. Vraiment, c'était même très touchant. Mais il y a des gens qui n'ont pas pu. Je leur en veux pas, je ne suis pas rancunière, mais bon, c'est comme ça, la maladie fait peur aussi. Je pense que le fait d'en parler, comme on le fait pour Octobre Rose, alors il ne faut pas non plus banaliser, parce que le cancer, il y en a qui ne s'en sortent pas, il faut aussi le savoir. Et je trouve que c'est important aussi que l'entourage sache qu'il faut accompagner ces personnes-là et que le silence, c'est la pire des choses. Autre chose qui peut paraître anodine, mais dans le documentaire, vous en parlez aussi, en ce qui concerne la lingerie. C'est tout bête, parce qu'on se dit, mais moi je me suis dit, mais oui, c'est vrai que c'est bête, mais c'est important. Oui. En plus, c'est une part de notre féminité, en quelque sorte. Vous parliez des boutiques. On n'est pas obligé d'aller dans une boutique orthopédique. Non, mais ça, je l'ai découvert assez tard. Ouais, en fait, et bien après, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on sort de l'hôpital avec un ticket pour aller dans une boutique orthopédique parce qu'on a une petite réduction. Et franchement, quand je suis arrivée là, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais là, quoi, entre les béquilles, les déambulateurs et les bas de contention, c'était pas possible. Et j'en souris maintenant. Et en fait, un jour, je suis rentrée dans une boutique de lingerie où je ne vais jamais, c'est pas tellement mon truc. Et je leur ai demandé, je dis, est-ce que vous avez des collections pour les femmes qui ont subi des mastectomies? Mais oui, madame. Et il y avait peut-être 3 portants, les mêmes choses que pour les femmes. Mais il faut le savoir. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir, et c'est super quand on s'en rend compte. C'est Noël, quoi. Super content. C'est pas grand-chose, mais ça nous redonne un petit côté de féminité, et c'est super important. Alors, l'un des messages aussi de ce film, c'est pour se reconstruire, il faut aussi investir ce qu'on aime faire, même avant le concert. Donc, pour vous, ça a été un peu le chant, la danse. C'est l'un des extraits qu'a choisi Goulwena. On va regarder. Izon moi da genderel da gana, peguer a arran a zo thérapeute livé. Hag moi qui ran eve fait ar l'invet d'agar chimio en ini a Reneva Buez. Hag me songe on oa ur concert e kerlouan gant laskan penarbed. Hag moi da gana va unan. Hag moi la vare des teufen. Mais moi ar chimio du zarmintin hag a concert dioz an oz, va mam neus bledni dans auto. Me stremenet de tout d'ar pleus trade gourvezet var ur bank, pegur oa ketudin me chom vardao. Kanet demeus, hag bez stud o deus lavaredin peus morse kanet ken brao peguer. Be oa tout d'ar front mou a oa enon, moa lake de barz ar ranze. Hag e oa evidoun ur sort trer déjà. Ar vinuten pe an nebeut segondennou a ganen a oa evidoun un doare da lavaret mezo kap c'hoaz d'obertrao. Mon ken e meken unan hag a zo ousket o c'hortoz e tremen fe e fe doufal ar lavet, met bon mezo kap c'hoaz da zansal, mezo kap c'hoaz da gana. Ah, c'est-tu, en danse, ar musique, o deus chikoret ar an kalskat. Voilà, pour cet extrait choisi par Goulwena. Alors, pourquoi ce moment vous touche autant? Parce que là, il faut noter le courage et la force de caractère d'Hélène. Elle est malade, elle a une séance de chimiothérapie et elle trouve le moyen d'aller chanter devant tout le monde, devant un public, avec son ruban. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments qui m'ont touchée, mais quand elle racontait ça, c'était très fort, quoi. J'ai trouvé ça très fort comme témoignage. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, la musique et la danse ?
C'est très thérapeutique. La musique, la danse, on parle d'art-thérapie aussi pour les gens souvent qui en ont besoin pour se reconstruire. Pouvoir continuer à jouer de la harpe, pouvoir continuer à chanter, c'était montrer que j'étais encore vivante, que j'étais pas seulement au fond de mon lit avec mon chat qui me tenait compagnie. Enfin, c'était voilà, même si je n'étais capable de le faire que effectivement sur un temps très court. Même la harpe, ça commençait à être difficile au niveau du bras de tenir sur un concert, c'était pas possible. Mais de le faire un peu, voilà. Je suis encore là, je peux y aller et ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Et avec ce besoin de se raccrocher à la Hélène d'avant ou pas ? De se raccrocher, oui, et en même temps de vivre autre chose, parce qu'effectivement, au niveau des émotions, alors c'est un bombardement, c'est beaucoup plus fort. Tout est exacerbé, tout est beaucoup plus fort. Et ça se ressentait, parce que je voyais dans les yeux du public, chimio, il voyait bien que j'étais malade. Et franchement, on sentait de l'admiration, mais en même temps, moi, je le faisais aussi pour moi, parce que ça m'aidait à être debout. Dans le documentaire, on ne l'entend pas, mais c'est votre mari. Comment il a traversé ça, lui ? Puisque je pense qu'en tant qu'aidant, malgré tout, c'est la position qu'il prend par la force des choses. Comment il a traversé ça ? Ça a été compliqué, parce que... Alors lui, il s'est écroulé quand il a eu la nouvelle, parce que, donc, comme je disais, il était à Paris, donc on n'était pas ensemble. Il n'y croyait pas. Enfin, jusqu'au bout, en fait, il pensait que ce ne serait pas un cancer. Après, il a fallu qu'on apprenne à se soutenir, à communiquer, parce que c'est pas facile d'avoir une femme malade à la maison. On a 4 enfants, enfin vous êtes toujours 4 enfants dont il fallait que ça continue à tourner. Et c'était les chimios, en plus c'était pendant les vacances d'été. Donc j'avais les enfants avec moi. Il a pris beaucoup de congés pour être avec moi, être présent. On a beaucoup échangé, beaucoup communiqué, mais la vie de couple, elle explose. Oui, complètement. Elle est complètement transformée. Il y a des choses qui sont difficiles. Le rapport au corps, il est difficile. On en discute, mais lui, forcément, c'est sûr, c'est l'homme de l'ombre un peu dans tout ça. En plus, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup. mais il a été hyper présent et je le remercierai jamais assez de m'avoir soutenu comme il l'a fait. Et on change indéniablement après une telle épreuve ? Ah oui. Vous n'êtes plus la Hélène qu'on a pu connaître avant tout ça ? Ni dans mon rapport avec mes enfants, ni dans mon rapport avec mes élèves, ni dans ce que j'ai envie de vivre, de faire. Il y a une nouvelle identité qui se construit. Tout n'est pas négatif. Heureusement qu'on peut en trouver. Alors évidemment, le cancer, c'est une horreur. J'aurais préféré ne pas le vivre. Mais je veux croire qu'il y a des petites choses qui ont pu changer en bon, en fait, dans ma vie. Allez, on part retrouver pour la dernière fois Evan qui évoque pour nous ce matin les initiatives à l'occasion d'Octobre Rose. Un acteur important qui soutient l'opération Octobre Rose, c'est la Ligue contre le cancer et je suis avec Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Tu es directeur de la Ligue contre le cancer en Ille-et-Vilaine. Alors déjà, est-ce que le cancer du sein, c'est un cancer qui est fréquent en France ? Alors oui, le cancer du sein, les derniers chiffres indiquent que, en gros, presque 60 000, il y a eu 60 000 nouveaux cas en France en 2018. Donc c'est un cancer qui est plutôt fréquent et c'est le premier cancer des femmes et le premier cancer le plus meurtrier pour les femmes. Et quels sont les facteurs de risque ? Alors, au niveau des facteurs de risque, le premier, c'est l'âge. 80% des cancers du sein se développent entre 50 et 74 ans. Un autre facteur, c'est un aspect très héréditaire. S'il y a des antécédents familiaux ou si les femmes ont eu un cancer précédent dans leur vie. Il y a du coup un aspect génétique et après c'est aussi le mode de vie actuel avec la consommation d'alcool notamment, le manque d'activité sportive et les études, en tout cas quelque chose est en train de ressortir sur le fait que peut-être tout ce qui est perturbateur endocrinien pourrait aussi être des causes importantes. Est-ce qu'on arrive à savoir si, par exemple, la France est un pays particulièrement touché par rapport au reste du monde ? Alors justement, les études montrent que dans certains pays et dans certains endroits du monde moins développés que chez nous, le cancer du sein est très peu présent. C'est le cas par exemple en Asie où il y a très peu de cancer du sein, contrairement à chez nous en Europe où on a de plus en plus de cancer du sein. Donc là, il y a encore un peu de recherche à faire pour comprendre pourquoi. Tout à fait, c'est ça. Justement, la recherche à la Ligue, c'est quelque chose que vous connaissez bien, puisque là, vous êtes investi sur ce genre d'opération et dans plein d'autres opérations d'Octobre Rose. Il y a un mois assez chargé pour vous. Mais qu'est-ce que vous faites en termes de recherche tout au long de l'année ? Alors, en gros, nous, à la Ligue, on a 3 volets principaux. On finance effectivement la recherche. C'est un gros pan de notre activité. Donc, tous les ans, on finance des jeunes chercheurs et également des équipes de recherche nationales. On a également tout un volet de prévention. Donc, on va dans des écoles ou dans des entreprises pour faire de la prévention sur les facteurs de risque liés au cancer.
Et on a également tout un volet d'accompagnement et d'aide aux personnes malades. Donc c'est-à-dire que des personnes qui ont un cancer peuvent tout à fait venir dans nos locaux pour bénéficier de soins de support. Ces soins sont entièrement gratuits pour les personnes et ils peuvent bénéficier de soutien psychologique, de conseils en images, d'activités physiques, sportives, sophrologie, etc. On l'a pas dit, mais l'examen aussi, la mammographie, dans le cadre du cancer du sein, est remboursé. Tout à fait. Là, Octobre Rose, en fait, c'est vraiment un mois de prévention pour permettre de faire la promotion de la campagne de dépistage organisée en France, qui permet vraiment à des femmes entre 50 et 74 ans de pouvoir bénéficier d'un dépistage gratuit, entièrement pris en charge, une fois tous les 2 ans, par le biais d'une mammographie. Bon bah n'hésitez pas donc, hein, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas aussi en cette période de fin d'année où on se dit qu'on peut peut-être payer un peu d'impôts, à faire un don à la Ligue, parce que c'est déductible des impôts à 66%, c'est ça? Tout à fait, c'est bien ça. Voilà. Et la Ligue est financée uniquement par les dons, donc c'est pour ça que c'est très important, c'est grâce à vous qu'on vit. Donc mamie, ma grand-mère nous regarde et qui me donne un chèque à Noël, cette année tu peux le donner directement à la Ligue. Voilà, merci beaucoup Hugo. Merci à vous. Et puis Enfante, tu me connais, moi dès qu'il y a quelque chose à manger, j'en profite. Il y a des fraises tagada roses sur ce stand, mes préférés. Merci beaucoup Evan, à demain. Alors ce documentaire, il est quand même écrit et raconté en breton. Je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont remarqué avec les 2 extraits. C'est votre langue maternelle à toutes les 2 finalement. Oui. Parce que vous vous exprimez dans votre 2e langue avec nous ce matin. C'est ça. Et c'est vrai que l'histoire est tellement forte que moi j'oubliais même que vous racontiez l'histoire en breton. Mais est-ce que ça revêt quelque chose de particulier pour toutes les 2? Je voulais savoir, je me suis demandé. Alors en fait, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire en français parce qu'on ne se parle jamais en français. Donc le rapport aurait été différent. Et je ne sais pas si Hélène aurait témoigné de la même façon. Ouais. Je crois pas, en fait. Ouais. Je pense que ce qui nous plaisait aussi dans la possibilité de faire ce film, c'était aussi de le faire en breton. C'était une part très, très importante parce que moi, je suis très, très ancrée là où je vis. Hein, c'est important pour moi. Et puis, des reportages sur le cancer du sein français, il y en a déjà eu. Beaucoup, oui. C'est important de montrer aussi qu'en breton, on peut parler de ces sujets-là. Oui, on n'est pas forcément obligé de parler de la culture bretonne et de la musique bretonne, quoi. Non, du tout. Ça. Et puis, on a complètement... Oui. La question s'est pas posée aussi, peut-être? Jamais. Ouais. Et puis, le fait d'avoir les échanges en français avec les professionnels permettait de montrer qu'Hélène parle français aussi. un petit peu. On l'aura remarqué ce matin, quand même. donc ça nous est jamais venu à l'idée, en fait. Et je crois que ceux qui ont vu le film n'ont pas été gênés, en fait. Ah bah c'est clair, moi je le dis, et pour l'avoir vu, ça, on l'oublie presque. Il y a même, je crois que c'est Cathy qui m'a dit ça, je pensais que c'était Plouc le breton, mais en fait ça passe super. Ça c'est dit. Alors après avoir vécu tout ça, Hélène, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des hauts et des bas? Comment je sais pas, est-ce que vous voyez le monde différemment par rapport à nous qui n'avons pas traversé ça? Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais après tout ça, comment on continue à regarder le monde tel qu'il est Alors, sans mauvais jeu de mots, je dirais que tout n'est pas rose. Effectivement, il y a des choses qui sont compliquées. L'après-traitement est très difficile. Moi, ça s'est terminé par les rayons, les 25 séances de rayons, j'y allais tous les jours. Le jour où ça s'arrête, on est encore chez soi en arrêt maladie. Et là, on se dit... et maintenant, quoi. Et là, ça, c'est difficile parce qu'on a soigné le corps, maintenant, il faut soigner l'âme. Et c'est presque plus difficile parce que c'est invisible. Et cette reconstruction, on se sent souvent assez seul. Je pense à nous d'aller un peu picorer à droite à gauche, ce qui peut nous faire du bien et nous aider à avancer. Après, il y a des moments difficiles. Quand il faut reprendre le travail. Moi, j'étais en panique complète. Je me disais, je ne vais jamais y arriver. En plus, vous êtes professeur des écoles, voilà. Ça demande aussi ça demande de l'énergie. J'avais plus du tout confiance en moi. Je m'étais dit, on ne peut pas me confier une classe, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et bon, on y arrive. Hein. Mais il y a des moments clés. Bon, là, j'ai reçu un texto pour le TEP scan que j'ai à faire au mois de décembre. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que ça nous replonge dedans. Donc, voilà, ces moments-là sont encore très difficiles. Donc, c'est un peu les montagnes russes. Alors, ce film, il s'appelle Danser sous la pluie. En breton, c'est Dans Saldine dans Nardlau. Voilà. C'est un peu devenu votre philosophie de vie. Il nous reste quelques secondes. Danser sous la pluie, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'il faut essayer quand même tous les jours de trouver quelque chose de positif dans notre vie. Pas voir le verre à moitié vide, mais au contraire, essayer de ces petites choses, ces petits riens de la vie, faire un gâteau avec ses enfants, se promener, même s'il pleut, c'est essayer d'y voir du beau et du bon, et puis se nourrir de ça.
On va finir sur cette belle phrase. Merci beaucoup Hélène, merci infiniment d'être venue nous partager votre histoire, votre combat. Merci Goulwena, Lauriane, Stéphanie d'avoir participé aussi. Alors ce documentaire, il est à voir le 25 octobre, pas novembre, sur France 3 Bretagne à 9h50. Et en fait, on a une petite tradition Hélène, on ne vous l'a pas dit, mais on aime bien prendre en photo nos invités parce que vous faites partie de la belle famille formidable de France 3 Bretagne depuis ce matin 9h. Voilà. Merci à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve demain à la même heure et au même endroit. Bonne journée. Ça fait un peu bizarre, mais je vous assure, on va faire un joli.